C'est l'heure tout de suite de Derrière l'image, notre rendez-vous pour prendre le temps de décrypter l'info à partir de photos qui font sens. Et comme chaque mardi, un rendez-vous consacré à la question migratoire avec notre équipe d'Info Migrants. Charlotte Auberti, bonjour. Bonjour. Vous êtes accompagnée aujourd'hui, c'est une chronique à 4 mains du grand reporter Mohamed Farad. Bonjour Mohamed. Vous étiez tous les deux, il se trouve, il y a une dizaine de jours à Sfax en Tunisie. On va prendre la direction justement de cette région où le président Kais Saied, candidat à sa réélection, a fait de la lutte contre les migrants africains irréguliers son cheval de bataille. À Sfax, dans l'est du pays, des milliers de subsahariens vivent traqués par les autorités, chassés des centres-villes et réduits à vivre dans des campements, dans les champs. C'est là que vous êtes donc rendus tous les deux pour tenter d'enquêter. Conditions particulièrement difficiles pour recueillir ces témoignages. Alors la tradition veut qu'on décrypte une image, une photo que vous avez prise, Charlotte. On va la voir tout de suite et puis vous allez nous l'expliquer. Oui. Je ne sais pas si elle apparaît on la voit là tout de suite. Ok. Voilà, donc on voit un groupe d'hommes qui se tiennent dans un des champs d'oliviers dont vous parlez. Elle peut paraître anodine, cette photo, mais ce qui est intéressant, c'est justement le fait qu'on voit leur visage à ces hommes qui sont très difficiles d'accès. Ces hommes, ces femmes et ces enfants, mais là en l'occurrence ce sont des hommes. Ils sont très difficiles d'accès car ils se cachent dans ces champs d'oliviers. Et quand on arrive à accéder à ces personnes, eh bien c'est rare qu'elles acceptent de témoigner, de montrer leur visage, parce qu'on l'expliquera un peu plus tard, mais parce qu'elles vivent vraiment dans un climat de terreur et de crainte. Pour rembobiner un peu et pour expliquer un peu le contexte de leur présence ici, ces migrants subsahariens viennent en Tunisie pour trouver du travail et surtout pour traverser la Méditerranée pour aller en Italie. Ils viennent dans la région de Sfax, car Sfax est une plaque tournante des départs de migrants en canot à bord de la Méditerranée, direction l'île de Lampedusa. Ces 2 dernières années, des camps sont apparus dans ces champs d'oliviers parce que les migrants ont été peu à peu chassés des centres-villes tunisiens. Ils se sont retrouvés dans ces endroits. Et durant l'été 2023, la situation s'est considérablement envenimée suite au meurtre d'un Tunisien par un migrant subsaharien. Et suite à ce drame, il y a eu un déferlement de violence anti-migrants. Il y a eu des rafles dans les rues, dans les domiciles des migrants qui ont été envoyés aux frontières de la Tunisie, surtout dans le désert tunisien. Il y a eu des morts. On en avait parlé ici sur cette antenne, de la mort notamment d'une femme ivoirienne et de sa petite fille morte de faim et de soif dans le désert. Mais donc, il y a aussi, surtout eu, à partir de l'été dernier, des envois vers ces champs dont on parle. C'est cette zone tampon, en quelque sorte, d'une 30aine de kilomètres entre Sfax et El Amra, où les personnes se retrouvent dans plusieurs dizaines de campements un peu éparpillés au bord des routes. Ils continuent à essayer de traverser la Méditerranée, mais les renforts se sont considérablement consolidés en mer. Il y a de plus en plus d'interceptions. Il est de plus en plus difficile de prendre la Méditerranée. Et donc, en conséquence de tout ça, d'une part, les évacuations des centres-villes et les envois vers cette zone tampon, et d'autre part, la difficulté pour traverser la Méditerranée, ça a pour conséquence de bloquer les personnes dans une zone délimitée. Et ça fait que le nombre de migrants grossit aussi, parce que les arrivées sont quotidiennes. Il y aurait actuellement environ 20 000 personnes, dont des familles avec des enfants en bas âge. La question évidemment qu'on se pose, puisque vous nous montriez la photo et ces visages de jeunes migrants, pour la plupart jeunes, très jeunes même, dans quelles conditions vivent-ils aujourd'hui ? Ils vivent dans des conditions très précaires, surtout ils vivent sur leur garde, car ils ont peur des rondes de la garde nationale tunisienne. Il y a encore eu il y a quelques jours des destructions de certains campements. Ils vivent sans accès à l'eau potable, sans accès à la nourriture. On peut écouter Souleymane, un Gambien qui nous a montré l'endroit où ils vivaient. On peut l'écouter. See, here is my house. See. Hey, the documentary. Here is my house. See our cooking pots. Voilà, alors on voit un peu les conditions très précaires dans lesquelles ils vivent, très difficile d'avoir accès à de la nourriture. Le problème numéro 1, c'est surtout l'eau potable. Les personnes nous disent ne pas avoir d'argent pour acheter de l'eau. Donc ils demandent à leur famille restée au pays de leur envoyer de l'argent. Et ils essayent du coup d'aller, tout en restant très discrets, comme je le disais tout à l'heure, acheter de l'eau et de la nourriture. Beaucoup parlent de racisme anti-noir en Tunisie qui se matérialise par le fait que ces denrées alimentaires coûtent pour eux 2 à 3 fois plus cher que le prix normal. Donc il y a vraiment un prix pour les Tunisiens
Tunisiens, un prix pour les subsahariens. En conséquence de ça, certains n'arrivent pas à s'acheter ce dont ils ont besoin pour survivre et avouent voler du coup de la nourriture. On peut écouter Moussa, dont c'est le cas. Si je reste là pendant 2-3 jours sans rien à manger ni à boire et que je vois quelqu'un qui a de la nourriture ou du pain, je peux en voler parce que je suis dans cette situation. Ça ne veut pas dire que je suis un voleur ou un criminel. C'est à cause des conditions dans lesquelles je vis. Sans eau ni nourriture, on ne peut pas survivre. Voilà, on évoque la question du coût de la vie et de ces prix qui sont parfois doublés en fonction d'où vous venez ou pas. Mohamed, comment réagit la population locale tunisienne donc à la présence de ces migrants aujourd'hui ? Aujourd'hui, en fait, les Tunisiens demandent à l'autorité de les renvoyer chez eux, mais comme disait Charlotte, c'est qu'il y a une sorte d'économie parallèle qui existe aujourd'hui dans ces camps ou dans tout ce coin à la ville de Sfax. Donc certains Tunisiens en profitent, pour être honnête, donc que ce soit les prix qui sont 2-3 fois le prix pour un subsaharien que pour un Tunisien. Il y a de l'exploitation de ces migrants dans cette crise. Donc on les voit travailler dans le bâtiment, dans les champs par exemple, pendant la saison de la récolte des oliviers. Donc les Tunisiens aussi leur achètent les cartes SIM pour pouvoir communiquer avec leur famille à un prix bien déterminé, ou aussi reçoivent les mandats par Western Union ou autres à leur nom, et bien sûr ils prennent un pourcentage ou même ils partagent parfois la somme, sans oublier aussi cette économie florissante des bateaux en tôle qui est florissante dans le coin, sans oublier aussi le nombre de passeurs énorme. Donc il y a une économie parallèle et plein de Tunisiens aussi profitent de cette situation aujourd'hui. Et cette situation crée bien sûr de fortes tensions avec la population locale. On a notamment rencontré une famille tunisienne qui expliquait, elle habite près de la ville de Jbeniana, ils expliquaient qu'un groupe de migrants était venu leur demander de la nourriture et qu'ils leur avaient refusé. Et du coup, ils avaient été attaqués par ce groupe de migrants qui avaient volé de la nourriture, des vêtements et même du bois qui sert à sécuriser l'enclos de leurs brebis. Leurs brebis, c'est leur gagne-pain. On peut écouter Aïcha, la mère de cette famille, qui explique la situation. Ils s'emparent de nos affaires, les couvertures, ils tapent, ils cassent. Ils réclament des trucs de force, sinon ils rentrent, ils te tapent et ils prennent la chose qu'ils veulent. Mes brebis, c'est mon capital. Je n'ai ni salaire, ni travail, rien du tout. C'est de ça que nous vivons. Donc, à l'image de cette famille tunisienne, la population locale est très angoissée par la présence de ces milliers de migrants. Et l'angoisse, on peut dire que c'est vraiment un sentiment qui est partagé aussi par les exilés. De quoi les migrants ont-ils peur aujourd'hui ? C'est une peur qui est partagée entre les Tunisiens aussi, entre ces migrants subsahariens. Donc, ces migrants sont traqués donc, par la garde nationale. Leurs tentes sont parfois brûlées. Nous avons rencontré plusieurs subsahariens qui hésitaient à nous parler ou qui ont même refusé une fois qu'ils ont découvert que je suis tunisien. Donc, vous voyez la méfiance vis-à-vis des Tunisiens. Ils ont peur que je sois un policier ou après notre tournage que je vais aller à la police leur dénoncer. Donc, il y a une grande méfiance et une atmosphère très lourde et une ambiance explosive entre les Tunisiens et ces migrants subsahariens aujourd'hui à Sfax ou dans les environs aussi. C'est intéressant ce que vous dites parce qu'il y a un vrai climat de tension en ce moment en Tunisie. On en parlait tout à l'heure dans le journal. On l'a encore vu ces derniers jours. La situation est répressive contre les journalistes, contre les personnalités publiques également. Le président Kais Saied est particulièrement attentif à la manière dont est relayée la situation de ces migrants. Il s'en est pris la semaine dernière à des associations et des organisations qui leur viennent en aide, mettant plusieurs activistes en garde à vue. Notre correspondante en Tunisie a elle-même été interpellée en plein direct. Comment est-ce que vous avez pu travailler dans ce contexte ? Je disais tout à l'heure, c'était il y a une dizaine de jours. Au moment où vous y étiez, on n'en parlait pas. En fait, nous, on essaye, à Infomigrants, on essaye d'aller dans la région de Sfax depuis l'été dernier, donc depuis l'éclatement des violences dont je parlais. Donc depuis l'été dernier, on fait des demandes auprès des autorités tunisiennes, auprès de l'ambassade, pour avoir une autorisation de travail en Tunisie. Toutes ces demandes
sont restées lettres mortes. Donc nous n'avons pas pu en obtenir, comme beaucoup de journalistes étrangers d'ailleurs. Dans un deuxième temps, on a essayé de contacter des journalistes tunisiens locaux pour voir s'ils pouvaient travailler avec nous pour faire office de fixeurs. Fixeurs, c'est comme ça qu'on appelle les personnes qui aident les journalistes en reportage, qui déblayent le terrain, qui permettent de mieux connaître une zone, ce qui est fondamental dans un reportage comme celui-ci. Et ces mêmes journalistes nous ont tous dit non. Ils ont refusé de travailler avec nous parce que pour eux, c'était tout simplement dangereux de travailler avec des journalistes internationaux qui n'avaient pas l'autorisation de travail en Tunisie. C'était dangereux pour la poursuite de leur profession. Ça les mettait à risque. Donc finalement, nous avons décidé de partir sans autorisation. On s'est fait passer pour des touristes et on a donc travaillé dans des conditions particulières parce qu'on a travaillé au pas de course, tout simplement. On est allé très vite, on est resté peu de temps pour ne pas se faire repérer, pour limiter au maximum les chances de se faire repérer. On restait très peu dans les campements et chose très importante, c'est aussi qu'il n'y a pas d'organisation humanitaire qui viennent dans ces camps, ce qui est très 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 rare. Aujourd'hui, en fait, cette question de migrants subsahariens, c'est une sorte de question taboue pour les gouvernements tunisiens. Donc, ils refusent tout média étranger d'aller voir sans autorisation, sans accréditation, ainsi de suite. Mais aussi, il ne faut pas oublier que même le gouvernement tunisien en soi, il n'est pas transparent vis-à-vis de cette question-là. Par exemple, que ce soit vis-à-vis de la population, que ce soit vis-à-vis de tous les partenaires étrangers aussi. Donc on a suivi les allers-retours de Giorgia Meloni plusieurs fois, mais les Tunisiens en soi, ils ne savent même pas c'est quoi l'accord qui a été signé. Il y a eu dernièrement aussi une rencontre entre la Tunisie, la Libye et l'Algérie aussi sur cette question migratoire. On ne sait pas ce qui s'est passé derrière. Donc pour eux, en fait, cette question, ils la laissent sans réponse. Il y a plusieurs questions qui restent aujourd'hui sans réponse. Et ce qu'on a remarqué avec Charlotte une fois sur place, c'est que vraiment il y a des priorités aujourd'hui pour les Tunisiens et surtout pour le gouvernement tunisien. Il faut faire face à ce qui se passe là-bas parce qu'il y a des maladies, il y a beaucoup d'enfants. Si ce n'est pas la priorité, ils vont faire face à une épidémie. Merci beaucoup Mohamed et Charlotte. Merci à tous les deux. C'était Derrière l'image. Je renvoie à vos reportages évidemment, documents que vous pouvez retrouver sur le compte TikTok d'Info Migrants. Reportage également relayé régulièrement sur notre site internet www.france24.com. Vous les voyez ici.